Quand je revins d'Amérique en 1860, je traduisis le Kaitsugo, dictionnaire sino-anglais en dictionnaire japonais-anglais, et je le publiai. Ce fut là le début de mes publications. Bien plus que l'enseignement, l'étude de l'anglais par mes propres moyens représenta l'essentiel de mon activité pendant 2 ou 3 ans. Mais l'hiver de la première année de l'ère Bunkyo, en 1862, une mission fut envoyée du Japon dans divers pays d'Europe. J'eus alors de nouveau l'occasion de pouvoir partir. Lorsque j'étais allé précédemment en Amérique, j'avais sollicité avec empressement Kimura Setsu no Kami en privé et avait obtenu d'être emmené comme l'un de ses serviteurs. Cette fois, j'étais employé par le Bakufu qui me donna l'ordre d'aller en Europe. Le bateau leva l'ancre le 12e mois de la première année de l'ère Bunkyo, en 1861. Comme on nous avait dit avant notre départ qu'aucune nourriture à l'étranger ne nous conviendrait, nous avions rempli des boîtes de riz blanc et avions accumulé des centaines de ces boîtes de vivres. Puis, en vue de l'aménagement des gîtes au cours du voyage, nous avions fabriqué des lampes métalliques pour éclairer les vestibules, des dizaines de lampes d'au moins 2 chaque coup de côté recouvertes d'un filet métallique. Le tout, rassemblé et chargé à bord du bateau, ne correspondait qu'à ce que l'on tenait pour nécessaire au séjour des daimyo dans les résidences officielles des relais le long du Tōkaidō. Nous arrivâmes enfin à Paris. Les membres du comité d'accueil vinrent à notre rencontre. Une fois les salutations préliminaires achevées, les nôtres souhaitèrent en premier lieu, étant donné le nombre des membres de leur suite et l'importance de leurs bagages, que les auberges fussent situées le plus près possible de leur résidence officielle, ce qui signifiait sans doute que, ne se sentant pas rassurés, ils voulaient installer leurs troupes non loin d'eux. Les membres du comité d'accueil en prirent bonne note et s'enquirent d'abord de notre nombre. Voyant que nous n'étions que 30 et quelques personnes, ils nous répondirent « Vous êtes si peu nombreux qu'un seul hôtel pourrait recevoir 10 à 20 fois votre compagnie », ce qui nous parut invraisemblable. Puis on nous conduisit. L'hôtel où nous étions logés était une vaste maison du nom d'Hôtel du Louvre, située à la sortie du palais, qui comportait 4 étages, 600 chambres, employait plus de 500 domestiques et pouvait accommoder sans inconvénient au moins 1000 personnes. Si bien que la mission japonaise ne savait plus où elle était. Notre seul souci était pour l'heure de ne pas nous perdre dans les couloirs de l'hôtel. De l'air chaud était ventilé dans chaque chambre où il n'y avait ni poêle ni appareil de chauffage à vapeur. Il y avait tant de lampes à gaz qui éclairaient les chambres et les couloirs qu'on ne savait quand la nuit tombait. Dans la salle à manger s'amoncelaient des produits au goût étrange, provenant de la montagne et de la mer. Quelque horreur qu'inspira l'Occident, il n'était point de rejet de l'étranger qui valut pour nos palais et nos estomacs. Et tous nous savourions ces mets avec délectation. Ici, les marchandises que nous avions préparées et que nous traînions depuis le Japon étaient sans utilité. Alors nous finîmes par offrir à un certain Lambert, un membre de rang peu élevé du comité d'accueil, le riz d'abord, puis tout ce fourbi d'ustensiles, et fûmes encore heureux qu'il voulut bien les accepter. Dans un tel environnement, nous ne cessions de commettre des impairs qui prêtaient à rire. Entendant « sugar » pour « cigar », un garçon que nous avions envoyé chercher des cigares nous apporta du sucre. Un autre jour, l'un des 3 chefs de la mission se rendit au cabinet. Un serviteur l'accompagna, une lanterne à la main, et laissa ouverte la porte à double battant. Tandis que son maître se tenait à la manière japonaise au fond de la pièce, le serviteur, revêtu de son hakama, portait les sabres du seigneur et montait une garde impeccable, la contenant sévère dans le corridor à l'extérieur des cabinets. Dans ce corridor, partie commune de l'hôtel, les hommes et les femmes allaient et venaient sans arrêt. La lumière des lampes à gaz éclairait l'intérieur et l'extérieur des cabinets, plus encore qu'en plein jour. Ce me fut insupportable. Passant par là juste alors, mon sang ne fit qu'un tour. De mon corps, je barrai l'entrée des cabinets et sans mot dire en claquai la porte. Puis je pris le temps de m'expliquer avec le serviteur. En ce qui concerne les affaires politiques, nous rencontrâmes diverses personnalités et entendîmes toutes sortes de discours pendant notre séjour à Londres et à Paris. Mais ignorant évidemment l'historique des faits, nous ne pouvions bien les comprendre. À cette époque-là, en France, Napoléon III, considéré comme le premier homme politique d'Europe, était extrêmement puissant. Mais il ne fallait pas oublier la Prusse voisine, un pays en plein essor. L'on prédisait dans les cercles politiques que les problèmes de la Prusse avec les autres États, son hostilité vis-à-vis de l'Autriche et la question d'Alsace-Lorraine, ne manqueraient pas de provoquer certains troubles au cours des années à venir. Et puis à Londres, un membre d'un parti politique nous dit qu'il avait déposé au nom de son parti, devant la Chambre, un mémoire dont il fit parvenir le manuscrit à la mission japonaise. L'objet de ce mémoire était de montrer que M. Alcock, l'ambassadeur d'Angleterre en poste au Japon,
ne manifestait qu'arrogance et brutalité, comme s'il régnait sur un peuple conquis par la force des armes. Diverses preuves en étaient apportées, dont l'une signait ses crimes. Cet ambassadeur Alcock avait pénétré à cheval dans le temple de Shiba, le lieu sacré pour le peuple japonais, comme s'il en avait forcé l'entrée. Ce fait était rapporté avec véhémence par nos amis anglais, comme une offense d'une gravité dépassant toute expression. En lisant ce mémoire, je fus soulagé d'un grand poids. À l'évidence, il n'y avait pas que des démons sur Terre. En regardant jusqu'alors les gouvernements étrangers agir, j'étais réellement inquiet de les voir exploiter la faiblesse du Japon, abuser les Japonais ignares et frustres, et les accabler de leurs demandes insensées. Mais en voyant dans ces pays, je sentis qu'il existait aussi des hommes droits, justes et bienveillants, et de plus en plus s'affermit mon opinion sur la nécessité d'une ouverture de principe de notre pays. Au cours de notre tournée dans ces différents pays, aucun ne nous réserva un accueil plus chaleureux que la Hollande. Il ne pouvait en être autrement, compte tenu des relations spéciales que nous entretenions depuis 300 ans. D'autant que parmi ceux qui lisaient l'écriture horizontale, et j'en étais, personne n'ignorait le hollandais. Ainsi, pour les textes et la langue, nous avions l'impression d'être revenus dans une seconde patrie, en Europe, où naturellement nous nous sentions bien. Cela étant dit, il se produisait un fait étrange au cours de ce séjour en Hollande. Un jour, la mission se rendit à Amsterdam, où eut lieu une entrevue avec les notables et les commerçants de la région. À l'occasion d'une conversation à bâton rompu, la mission posa une question. Les terrains de la ville d'Amsterdam font-ils l'objet d'un libre commerce ? Ce commerce est libre depuis toujours, répondit-on. Ces terrains peuvent-ils être vendus aussi à des étrangers ? Ce n'est qu'une question de prix. Un terrain peut être vendu à n'importe qui, quelle que soit sa surface. Alors supposons qu'un étranger, engageant ici des capitaux importants, s'approprie un vaste terrain et y construise, par exemple, une forteresse. Est-ce que cela aussi serait libre ? Les autres eurent l'air interloqués. Nous n'avons encore jamais rien envisagé de tel. Quoiqu'il y ait nombre d'hommes fortunés en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, aucun marchand ne serait sans doute assez stupide pour acheter un terrain dans un pays étranger et y construire une forteresse. Cela semblait être un dialogue de sourds. Mais il me faut en profiter pour parler à ce propos d'une pénible faiblesse. Je suis, depuis mes jeunes années, un garçon très vigoureux, auquel il est arrivé plus d'une fois de fanfaronner. Pourtant, je suis faible de nature. Je n'aime pas qu'on tue des êtres vivants et déteste voir couler le sang. Or, pendant notre séjour en Russie, on nous emmena assister à une opération dans un hôpital. Matsuki et Mitsukuri, qui étaient médecins, se hâtèrent d'y aller. Ils me forcèrent à les accompagner et m'entraînèrent avec eux. Nous entrâmes dans une salle d'opération où on allait extraire un calcul. Sur une table qui ressemblait à une planche à découper, le chirurgien revêtu d'une blouse fit étendre le patient. Il lui fit respirer du chloroforme et l'endormit. Puis ce médecin prit un bistouri étincelant et perça le malade d'un coup sec. Le sang jaillit en abondance, la blouse du chirurgien rougit. Il introduisit ensuite dans l'incision des espèces de tenailles et sembla extraire le caillou qui se trouvait à l'intérieur de la vessie. Mais à ce moment-là, j'eus un malaise et sans savoir pourquoi, je perdis connaissance. Yamada Hachiro, qui nous accompagnait, me vint en aide. Il m'emmena hors de la salle d'opération, me fit boire de l'eau et je repris enfin mes esprits. Matsuki et Mitsukiri me disaient que je n'avais pas d'énergie. Ils ne cessaient de se moquer de moi et de me taquiner. Mais c'est une disposition congénitale contre laquelle je ne peux rien. Elle me suivra toute ma vie, et sans doute jusqu'à ma mort. De ce que j'escomptais de ma tournée en Europe, je dirais ceci. Même au Japon, il n'y avait rien que je ne saisisse pas quand je pouvais consulter des ouvrages hollandais. Il me suffisait de vérifier dans le dictionnaire ce que je ne comprenais pas en lisant. Toutefois, ce qu'il y avait de plus facile à comprendre pour les étrangers ne se trouvait presque jamais dans un dictionnaire. Et c'était ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre pour moi. Voici par exemple un hôpital. Comment y entre l'argent? Qui le dépense? Voici encore une banque. Comment l'argent y est déposé et retiré? Une loi postale est en vigueur? À quelle intention répond-elle? Une loi sur la conscription s'applique en France, mais non en Angleterre. Pourquoi a-t-elle été élaborée à l'origine? Je ne savais rien des conditions dans lesquelles ces lois avaient été adoptées. Et puis en politique, je ne comprenais rien du tout non plus à la loi électorale. Dans l'ignorance, je posais des questions. Quel genre de loi était la loi électorale? Ou quel genre de bureau était le Parlement? Quand je me renseignais, les gens la bariaient simplement. Que demandais-je? Cela tombait sous le sens. Moi, je ne le comprenais pas, cela m'échappait de quelque manière que j'y pense. Et puis, comme parti politique, il existait des sortes de clans, le parti conservateur et le parti libéral, dont on disait qu'ils se battaient, qu'ils croisaient le fer en étant l'un et l'autre de force égale. Quoi?
On prétendait qu'il se livrait une bataille politique dans un monde paisible et serein. Je ne pouvais me le figurer. C'était incroyable, que pouvait-il bien faire? Je ne me l'imaginais pas. On disait que celui-ci et celui-là étaient adversaires. Ils buvaient le saké et mangeaient le riz à la même table. Je n'y comprenais rien. Pour parvenir à en comprendre approximativement la raison, je dus faire de grands efforts. J'eus enfin comme une révélation, et ce fut le grand bénéfice que je tirai cette fois de ce voyage en Occident. Je parlerai ensuite de la déplorable impression que je ressentis au cours de ce séjour. Lorsque cette mission se rendit en Russie, les nôtres mirent en discussion la question de la frontière à Sakhaline. J'assistais aussi à ces négociations, et je vis comment nos interlocuteurs dédaignèrent les propositions de la mission. Les Japonais déroulèrent des cartes. N'étaient-elles pas coloriées en telle couleur? La frontière devait donc forcément se trouver là. Les Russes répliquèrent d'un ton léger que si la frontière était fixée selon la couleur des cartes, on les colorierait tout entières en rouge et ainsi le monde deviendrait possession russe. Et ils n'infléchirent pas du tout leur position. Alors il faudra en décider après avoir effectué des contrôles ensemble sur le terrain. La négociation fut négligemment abandonnée sans que la frontière à Sakhaline fût fixée. J'écoutais à côté d'eux, totalement impuissant. Si, comme je viens de le dire, les négociations diplomatiques furent empreintes de cette froideur, il n'en alla pas de même de l'accueil privé réservé à la mission. On céda spécialement une résidence officielle à la mission japonaise pendant son séjour à Saint-Pétersbourg. Les membres du comité d'accueil, au nombre de 4 ou 5, furent mis à sa disposition. Ils organisèrent des banquets en apportant énormément de soin à l'arrangement de ces fêtes, où absolument rien ne laissait à désirer. Nous nous liâmes peu à peu d'amitié avec les membres de ce comité, nous eûmes avec eux les échanges les plus variés, et nous apprîmes à l'occasion, par la rumeur, qu'un Japonais se trouvait en Russie. Rumeur qui était sans nul doute fondée. On apprit qu'il s'appelait Yamatov et se disait japonais. Malgré mon désir de rencontrer ce Yamatov, je ne pus le voir. Il ne se manifesta pas du tout de notre séjour. S'il ne se montra pas, il y avait en revanche un style japonais dans la manière dont nous fûmes reçus. Nous trouvions par exemple des porte-sabres dans nos chambres, des oreillers de bois à la mode japonaise sur nos lits, des sacs de son de riz dans les salles de bain. La nourriture était cuisinée le plus possible à la japonaise, les baguettes et les bols à riz ressemblaient à des objets de notre pays. L'idée n'en serait certainement pas venue aux Russes. À la réflexion, il devait sûrement y avoir un japonais là-dessous, comme le disait la rumeur. Nous l'avions clairement compris, mais nous rentrâmes sans finalement savoir qui il était. Je notai le fait dans mon journal de voyage en Occident, et à côté écrivis ces quelques lignes en forme de poème. Je me lève et je mange, repu, je dors. L'année s'écoule à manger et dormir paisiblement. Si d'aventure un jour je rencontrais cet inconnu, je lui dirais que le ciel d'Europe n'est guère différent du ciel de notre patrie. Nous quittâmes ensuite la Russie et revînmes en France. Mais l'incident de Namamugi surgit alors que nous apprêtions à partir. En d'autres termes, le meurtre de l'anglais Richardson par un samouraï de Satsuma à Namamugi fut connu jusqu'alors en France, et le gouvernement français de Napoléon III en ressentit de la défiance vis-à-vis de nous autres Japonais. Je ne sais ce qu'il en était de la population, mais l'attitude des autorités officielles devint excessivement froide et inamicale. Face à l'attitude de nos hôtes, je ne peux dire combien nous, Japonais, qui étions leurs invités, nous nous sentions mal à l'aise. Je pense que le chemin qu'empruntait la mission japonaise depuis l'entrée du port jusqu'au bateau dans lequel elle devait embarquer était long d'au moins 10 chō. De chaque côté de cette voie, une haie de soldats nous regardait partir. Ces soldats ne rendaient pas les honneurs, et à coup sûr ils intimidaient les Japonais. Ensuite, après avoir quitté la France, nous fîmes escale à Lisbonne, au Portugal. Les tâches officielles de la mission étant terminées, nous embarquâmes de nouveau, entrâmes en Méditerranée, puis dans l'océan Indien. Le voyage en mer se déroula sans incident, et nous fûmes de retour au Japon alors que le mouvement de rejet de l'étranger battait son plein.